Nous sommes soldats, combattants pour Christ. Pour Christ, au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole. la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, décidés à dessein. adversaires au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, décidés à dessein. adversaires au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient l'adversité, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, décidés à dessein. adversaires au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, décidés à dessein. adversaires au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole. la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, décidés à dessein. adversaires au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, quels qu'ils soient l'adversité, quelles que soient les persécutions, Bienvenue à Petit-Reux, mais on aurait très bien pu être à Erbsquerps, c'est Romousti, Pucement ou ailleurs, car ce dont nous allons parler, on en trouvera bientôt partout. En effet, ce dont question à la une va vous entretenir maintenant, c'est de puces. Mais attention, rien à voir avec ces insectes qui gratouillent et qui chatouillent. Les puces dont il va être question, ce sont des puces électroniques. Et celles-là, aucun insecticide ne peut les éliminer. Voyez notre sommaire. L'identification grâce aux puces électroniques implantées dans le corps permet déjà de nombreuses applications, comme payer ses consommations en boîte de nuit. Ça, c'est le montant total. Je viens de commander une bière, donc automatiquement, 2,10 € vont être déduits de mon compte. On peut aussi retrouver son chien perdu ou localiser son grand-père atteint d'Alzheimer. Que l'on suit à la trace grâce à sa puce injectée dans le bras. Mais qui peut dire que ces puces ne sont pas utilisées pour ficher, traquer ou pour répertorier les individus implantés? Ce soir, nous posons notre première question. Puce électronique sous la peau, Big Brother est-il déjà parmi nous? Deuxième question, puce électronique, le meilleur des mondes? C'est la technologie de l'avenir qui permet d'avoir
une identification automatique et une traçabilité parfaite. Les puces électroniques semblent se multiplier sur tous les produits de la vie quotidienne. Grâce à ces puces, on pourra surveiller vos habitudes de consommation, on pourra élaborer votre dossier médical et votre profil judiciaire. Une nouvelle technologie qui met en danger la vie privée et la démocratie. Que diriez-vous si on vous obligeait à porter en permanence ce genre de boucles d'oreilles, les mêmes que celles qu'on clipse aux bovins et aux moutons pour pouvoir les suivre à la trace de la naissance à l'abattoir? Vous refuseriez? Eh bien, figurez-vous que c'est ce qui se passe déjà, mais de manière invisible, avec des puces électroniques. Et en plus, les informations qu'elles contiennent peuvent être modifiées à distance et à votre insu. Pour des raisons sécuritaires ou d'efficacité, certains voudraient nous en injecter dans le corps. Et comme ce n'est pas une fiction, Régis Verratte et Serge Reusink posent cette question. Puce électronique sous la peau, Big Brother est-il déjà parmi nous? Dans ce nightclub des Pays-Bas, certains habitués, certains membres très VIP, ont une manière bien particulière de régler leur addiction. Le barman leur passe un scanner à l'arrière du bras, le long du triceps, et le tour est joué, l'ardoise apparaît sur un écran. C'est connecté à une carte de crédit? C'est connecté à la puce que j'ai dans le bras. La puce contient un code et l'ordinateur reconnaît ce code. Vous n'avez pas rêvé. Marco s'est bel et bien fait implanter une puce électronique dans le bras gauche. Elle a fait de lui une sorte de carte proton ambulante. Il ne s'encombre plus de menu monnaie. Ça, c'est le montant total. Je viens de commander une bière, donc automatiquement 2,10 € vont être déduits de mon compte. La puce contient un code d'identification unique. Elle va le communiquer au barman par radiofréquence. La base de données identifie Marco et l'état de son crédit boisson. Tout un concept. J'ai choisi d'être implanté parce que je n'ai pas de tatouage ni de piercing. S'il y a bien un truc dingue que je peux faire dans ma vie, c'est me faire implanter une puce. Et vous êtes fier de ça? Oui, je suis fier de ça. La puce électronique ressemble à un gros grain de riz. Elle a déjà été implantée par un docteur, nous dit-on, dans le corps d'une soixantaine de VIP, certes un soir de fête, au Bahia Beach Club. C'est injecté avec une seringue. J'en ai une ici. Vous pouvez filmer. Je vais vous montrer comment ça marche. C'est une grosse aiguille, mais c'est rien. Il faut enlever le papier. Ça, c'est l'aiguille qu'on vous plante sous la peau. Après, vous appuyez sur le bouton et vous avez la puce dans le bras. Et voilà. Ça, c'est ce que vous injectez dans le corps des gens ici? C'est ce que nous injectons, oui. Les membres VIP. Les membres VIP. Vous ne devez plus payer l'entrée du club, plus jamais de toute votre vie. Vous ne payez plus de vestiaire, vous ne payez plus les toilettes non plus. Les raisons qui justifient ce marquage sous-cutané peuvent paraître futiles. Le coût de l'implant l'est nettement moins. Ça vous coûte 1 000 €, mais on vous donne 500 € de boissons gratuites. Et on demande 1 000 € parce qu'on ne veut pas que ça ait juste l'air d'un jeu. Si on ne demandait que 100 €, les gens paieraient une somme dérisoire et ils auraient une puce. Nous, on veut des gens sérieux pour ces puces. Des vrais VIP. Bienvenue dans le monde de l'identification par radiofréquence, la RFID. Vous en découvrez ici à Rotterdam l'une des applications tout à la fois ludique et surprenante. Mais vous allez le voir, ce n'est vraiment pas la seule manière d'utiliser les puces électroniques. Voyons d'abord une application très concrète chez le vétérinaire. Les puces électroniques à radiofréquence y sont utilisées depuis une quinzaine d'années. On va regarder si tu es perdu. La machine est parfois grande et peut parfois effrayer l'animal.
Alors on passe le décodeur. Et heureusement, il a une puce électronique. Et grâce à ça, c'est comme une plaque minéralogique sur une voiture, on va pouvoir trouver son propriétaire. Alors maintenant, nous allons interroger la base de données. Alors nous recherchons le responsable de cet animal qui apparaît ici. Et donc, bien, vous avez le nom du chien et il appartient à cette jeune personne, Mia, et dont le numéro de téléphone se trouve à l'écran ainsi que son adresse. En Belgique, les chiens doivent être pucés, c'est obligatoire, la loi l'impose. Ne trompe pas. Oh là là. Et chez les chiens en règle, les rayons X ne trompent pas, on distingue facilement la puce RFID sur ces radiographies. L'électronique a remplacé l'encre, la puce s'est substituée au tatouage dans l'oreille. C'est un système passif. C'est le décodeur qui envoie une onde électromagnétique qui est modifiée par l'antenne de la puce et qui restitue un numéro. Ici, regardez, le lecteur s'active déjà très loin, ce qui fait qu'on ne sait pas dire exactement où est la puce. Certaines personnes pensent qu'on peut enlever facilement une puce, mais après quelques jours, je vous défie, surtout sur un chien de cette taille-là, de trouver l'endroit où se trouve la puce exactement, sans charcuter complètement le chien et lui ouvrir la peau. La petite puce implantée. Les cryptographes de l'UCL adorent s'attaquer à la vulnérabilité des systèmes électroniques. La base de données des chiens pucés présente à leurs yeux quelques failles. Ils ne sont d'ailleurs pas loin de penser que le système pourrait pister davantage les maîtres que leurs chiens. On va aller sur un site web où il y a des chiens qui ont été perdus. Un SPA. Voilà. Et puis certains donnent en fait le numéro de la puce électronique de leur chien. Et je vais prendre un numéro par exemple ici, je vais le copier, je retourne sur le site web de la BIEC, je fais rechercher, et là en fait j'ai toutes les infos sur le chien et les informations sur le propriétaire. Alors ce qui est peut-être plus embêtant en fait, c'est qu'ici vous avez le numéro de la puce et on s'aperçoit que ce numéro en fait il n'est pas aléatoire. Et si maintenant j'incrémente le numéro de la puce, donc mettre plus 1 quoi. Mettre plus 1 tout simplement. Eh bien regardez, on a accès au propriétaire suivant. Ah ouais. Et là je continue d'incrémenter et j'ai encore accès au propriétaire suivant, etc., etc. Mais donc finalement une base de données de maître de chien. Tout à fait. C'est une base de données de maître de chien. Et ça sert à quoi à quelqu'un qui n'est pas vétérinaire par exemple? Une utilisation que l'on peut en voir, ce serait par exemple un fabricant de nourriture pour chiens ou de traitement pour chiens, par exemple la nourriture pour les chiots. Il pourrait très bien faire un petit programme qui comme ça parcourt toute la base de données pendant la nuit. Et puis le lendemain matin, eh bien en fait, lui, il a son fichier qui est constitué de tous les propriétaires de chiens et ensuite il va pouvoir envoyer de la promotion de manière très ciblée en fait. Constituer une base de données gigantesque de la totalité des êtres humains à partir de puces RFID implantées dans la molaire, c'est le projet de ces deux dentistes de l'université de Leuven. Donc monsieur Willem, ça y est, le patient est implanté. Oui, ça y est, tout est prêt. Pour ces deux spécialistes confrontés il y a 3 ans au cadavre anonyme du tsunami, la puce RFID est la solution d'avenir dans le domaine de l'identification des personnes. Les papiers d'identité deviendraient presque obsolètes.
Imaginons qu'on vous retrouve mort dans un accident ou qu'un énorme incendie s'est déclaré et que votre corps est tout à fait carbonisé et totalement méconnaissable. Si ça se passe à l'étranger, on pourrait très bien n'avoir aucune idée de qui vous pouvez être. Et les membres de votre famille aimeraient pourtant savoir assez vite si vous êtes ou non parmi les victimes. Et donc, avec la puce, on pourrait répondre à ces questions. Et donc tout le monde est une victime potentielle? En effet, c'est pour cela que notre but est d'élargir cette application à l'ensemble de la population. En fait, vous pouvez implanter chaque personne qui a une dent. Donc ça peut commencer dès les dents de lait. Si on attend les dents définitives, à ce moment-là, c'est possible dès l'âge de 6 ans. Une puce d'identification électronique implantée dans la dent, reliée à une base de données de la population mondiale. La réalité pourrait très vite dépasser les scénarios des films de fiction. Combien coûte une petite puce comme celle-là? Une puce d'identification comme celle que vous venez de voir coûte un peu moins d'€1, à peu près €1. Pas plus que ça? Non, effectivement. Donc applicable ou en tout cas utilisable pour le plus grand nombre? Sûr et certain, surtout quand vous voyez les économies qu'on pourrait faire par rapport aux coûts considérables entraînés par les opérations de secours et d'identification que l'on peut mener. Et alors comment se fait-il que la technique ne progresse pas? On a l'impression que les gens sont un peu frileux, les grandes compagnies. Oui, c'est vrai. La plupart des grandes sociétés que nous avons contactées hésitent un peu parce qu'elles ont peur par rapport à la loi sur la protection de la vie privée. Attention, ces puces RFID, derrière leur aspect apparemment inoffensif, posent bien des questions. Big Brother est-il déjà parmi nous? Les entorses à la loi sur la protection de la vie privée ne sont en tout cas pas exclues. Ces puces sont reprogrammables à distance et peut-être même à l'insu de la personne qui les porte. Elles vont entraîner la multiplication des bases de données électroniques, vulnérables par définition. Alors, autant le dire tout de suite, préparez vos mouchards. À partir du moment où on utilise de nouvelles technologies qui permettent de contrôler, filer quelqu'un même à son insu, avec ces fameuses techniques RFID, à partir de là, on rentre dans une dynamique où notre société ne repose avant tout sur la méfiance et sur l'idée que tout un chacun, nous sommes des suspects potentiels. Nous sommes des suspects potentiels et à la limite, on ne s'en rend même plus compte. Si au moins, à un moment donné, je traverse en dehors des clous en rue, un policier peut m'interpeller, on peut se chamailler, peut me demander ma carte d'identité, je sais que je fais l'objet d'une mesure de contrôle. Par contre, avec cette nouvelle technologie, avec l'activité que je peux mener professionnellement, de façon militante, je peux être contrôlé, mais j'en ai même aucune conscience. Le débat qui doit vraiment s'imposer, c'est la question du sens. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça et pour faire quoi et contrôler qui et de quelle manière? Et puis aussi, comment est-ce que l'on va utiliser les informations et pour combien de temps? Pour contrôler qui? Eh bien notamment ceux qu'on appelle, outre-Atlantique, les patients à haut risque. Nous sommes ici dans un centre de soins pour malades d'Alzheimer. Aux États-Unis, comme souvent, les choses ont avancé très vite. Les implants de puces d'identification électronique dans le corps humain sont autorisés depuis 2004 par le ministère de la Santé. Alors Marie, toutes ces personnes âgées ici sont pucées? Non, 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 seulement quelques-unes, pas toutes. Les malades d'Alzheimer passent 60% de leur temps à errer sans but. Nous voulons, nous, leur garantir durant ces 60% du temps qu'ils portent avec eux quelque chose qui peut assurer leur sécurité. Et en quoi est-ce mieux qu'un bracelet? Un bracelet peut être arraché assez vite. Et les patients d'Alzheimer, quand ils sont stressés ou anxieux, ils ont immédiatement envie d'enlever ce qu'ils ont au poignet ou sur leur corps, etc. Ils ont juste besoin d'aide. Aux États-Unis, les malades d'Alzheimer sont donc pucés en sous-cutané, exactement de la même façon qu'on le fait chez nous pour identifier les chiens perdus. Et Bob fait partie des 100 patients déments auxquels l'Alzheimer Community Care
a déjà injecté une puce électronique. Il suffit de scanner son bras et de consulter une base de données pour savoir qui il est. Mais si Bob n'est plus vraiment en état de décliner son identité, il n'a pas été non plus en mesure de donner ou non son accord pour cet implant. C'est donc Sue, son épouse, qui a pris la décision pour lui. Je choisis ce que je veux faire figurer comme information dans la puce. Les informations sur ses traitements, sur son passé médical et ses allergies à certains médicaments. Et Robert, vous savez que vous avez une puce dans le bras? Non, il ne sait rien. De toute façon, vous ne pouvez rien sentir. Vous ne savez même pas que c'est là. Sue se déclare sécurisée par la puce électronique dans le corps de son mari. Et pourtant, le couple n'a aucun usage de la technologie. L'énorme majorité des hôpitaux de Floride ne sont toujours pas équipés de scanners pour lire la puce. Et Bob n'est plus capable de se balader tout seul. Généralement, il reste assis dans sa chaise roulante. Il ne se balade plus. Il ne peut pas marcher seul. En effet, il a choisi de ne plus le faire. Et il préfère avoir quelqu'un avec lui en permanence. Vous avez une puce également? Oui. Vraiment? Oui. Et pourquoi ce choix? Eh bien, si je dois aller à l'hôpital et que je suis inconsciente, ils pourront me scanner et tout savoir sur moi. La sécurité est l'un des arguments massus présentés par les industriels qui veulent convaincre de l'intérêt de la technologie RFID implantée. Les mauvaises langues diront plutôt qu'ils exploitent les inquiétudes, qu'ils amplifient les craintes ou les psychoses et qu'ils surfent sur la vague du tout à la sécurité. À l'hôpital américain de Paris, les nouveau-nés sont équipés de bracelets RFID. Dans le très huppé quartier de Neuilly-sur-Seine, on redoute le rapt d'enfants. Allez, Doudou. Tu vas te mettre un petit bracelet? Allez, mon petit, on se réveille. Tends ta jambe. Voilà. Suffit de lui demander. Hein, voilà. Et voilà, mon nounou. Voilà. Super. Tout va bien, tu n'as rien senti. Voilà. Et oui, bah, du coup, tu peux pas aller te promener. C'est absolument indolore. Mais maintenant, tu es suivi. Ah oui. Et tu peux témoigner que ton pied n'est pas alourdi. Non, tu es suivi. Ce bracelet a l'air bien volumineux sur ce tout petit pied. Il contient une puce électronique. Vous allez vous mettre dans le fauteuil ? J'ai jamais vécu dans mon entourage proche ni un échange ni un rapt. C'est plus, ça fait partie un peu, je pense, des angoisses de mère générales qu'on peut avoir. Il y en a plein d'autres, hein, mais c'est vrai que l'idée de se faire dérober son enfant et puis de se sentir tout simplement séparé. Donc là, de savoir qu'il y a ce petit appareil qui effectivement permet de bloquer les ascenseurs, enfin on ne peut pas sortir l'enfant, je trouve que c'est quand même un facteur positif. Alors au niveau très concret, si le bébé sort de la chambre, rien ne se passe, mais s'il sort du service, là, il y a une alerte qui s'enclenche. Tout à fait. Si on se rapproche des ascenseurs et que maman veut sortir sans nous le signaler, l'ascenseur va se bloquer. Et si elle passe par une sortie protégée, on va avoir tout de suite une alarme frauduleuse. Et donc nous, on va courir tout de suite. Donc les ascenseurs se bloquent? Eh oui, on peut, vous le pouvez. Le bracelet dont est équipé le petit Alix fonctionne exactement de la même manière que ceux que la justice pose sur les détenus, sous surveillance électronique. Allez. Oh. 154. Impossible. Et voilà, tu vois. La puce RFID contenue dans le bracelet émet un signal toutes les secondes. C'est impossible de descendre. Le système passe en phase d'alerte si la puce quitte la zone de surveillance prédéfinie. Ici une maternité, un hôpital, mais pourquoi pas un hospice, voire le domicile des particuliers. Il faut savoir qu'au Mexique, certaines familles, par crainte de kidnapping, ont décidé d'implanter la puce dans le corps des nourrissons.
Et au niveau de la radiation, des émissions, de fréquences, vous ne pensez pas que ça peut être gênant pour sa santé? J'avoue que c'est une question que je ne me suis pas posée, mais non. En fait, quand ils installent un système à l'hôpital américain, c'est quand même pas mal verrouillé, puisqu'il y a les accréditations françaises et américaines. Et quand ils font quelque chose, ils le font bien, jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils s'assurent qu'il n'y ait pas de problème majeur. Donc, pour ma part, je ne me suis même pas posé la question, parce que je suis pratiquement sûre qu'ils ont déjà verrouillé ce problème, quoi. Sinon, c'est tout à fait sûr au niveau de la santé. Ah oui, c'est l'identification par fréquence. Quelle fréquence, je ne la connais pas, mais vos portables sont sûrement plus nocifs que nos petites puces. Hein. Donc je pense qu'on a bien verrouillé le problème. L'identification par fréquence. Quelle fréquence, je ne la connais pas, mais vos portables sont sûrement plus nocifs que nos petites puces. Hein. Donc je pense qu'on a bien verrouillé le problème. Dans ce rapport commandé par la Commission européenne pourtant, les médecins du groupe européen d'éthique font état de risques pour la santé. Ils affirment même que les implants d'identification sont une menace pour la dignité humaine et la société démocratique. Fabienne Nzanze a participé aux études préliminaires pour la rédaction de ce rapport et elle attire l'attention sur le principe élémentaire de précaution à opposer à ces implants RFID dans le corps humain. Les puces implantées dans le corps humain ont des risques de perturber au niveau cellulaire donc le fonctionnement et avoir des conséquences comme des ruptures d'ADN et pour le long terme des tumeurs au niveau du site d'implantation. Selon ce médecin, seuls des implants à vocation strictement médicale devraient être autorisés. Actuellement, on les utilise pour identifier des patients. Ça ne leur apporte rien au niveau médical. Alors les défenseurs diront si ça leur apporte, parce que s'ils sont inconscients et qu'on peut les identifier grâce à la puce, ils auront des soins plus rapides, on évitera les erreurs diagnostiques. Ce que je pense que d'un point de vue médical, de toute façon, quand vous avez quelqu'un d'inconscient, même si sa puce dit son groupe sanguin, on va refaire un test de groupe sanguin et on ne va pas le transfuser rien que sur l'information de la puce, sachant que tout ce qui est électronique peut être piraté. Alors que penser de ces implants ludiques auxquels certains s'adonnent dans l'idée d'apparaître parmi les branchés de l'Internet? Des injections pour le moins artisanales, réalisées dans des studios de tatouage, des arrière-cours ou des boîtes de nuit. Il suffirait de paramétrer la puce en phase d'alerte au moment... La personne suivie va permettre aux autorités de déterminer s'il y avait un délinquant sexuel dans le périmètre et, le cas échéant, de localiser sa position actuelle. Quand on évoque les considérations éthiques liées à un projet de ce type, John Pirgis reste imperturbable. Moi, je me borne, je dirais, à en prouver la faisabilité technique. Ce projet aux airs de scénario de science-fiction est en réalité une proposition de loi déposée par un sénateur MR, le neurochirurgien Jacques Brocci. Merci, Monsieur le Président. Il n'y a pas d'abus. Il y a le choix, il y a la possibilité soit d'accepter ce que je propose, soit évidemment si l'individu dit non, moi je refuse d'être soigné, je refuse d'être pisté. Et à ce moment-là, il ne faut pas le remettre en liberté. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ma proposition, mais ceux qui ne sont pas d'accord avec ma proposition, je leur demande très clairement, qui voulez-vous protéger? Les enfants, nos petits-enfants ou les agresseurs sexuels? Une puce dans l'abdomen ou la prison à vie, la proposition du sénateur MR suscite un rejet catégorique chez les sénateurs des autres partis démocratiques francophones. Ils ne la voteront jamais, disent-ils. Les procédés techniques, technologiques m'effraient quand même largement. On met des puces aux animaux, on bague des oiseaux.
Il nous propose quelque chose qui franchit la barrière du corps de quelqu'un et qui développe les petites technologies ou miniatures à l'intérieur de l'organisme de quelqu'un. Je pense que là, c'est trop. Bon, écoutez, c'est contraire à l'éthique. Et à l'éthique médicale, pour commencer. J'ai l'habitude, par rapport à cela, d'employer des langages modérés, mais je considère que c'est une vraie dérive. Le respect de l'intégrité physique est l'une des valeurs fondamentales défendues par la Ligue des droits de l'homme. Elle s'inquiète du développement de ces technologies implantables et se demande où cela peut vraiment mener. On commence par certaines catégories de population, les délinquants sexuels qui seront dangereux, ceux qui sortent en boîte comme je vous l'indiquais en Espagne, les mères qui seraient inquiètes pour leurs enfants, qui partent au scout en disant vont peut-être se faire enlever ou autre. On est dans une dynamique où aujourd'hui on entrouvre des possibilités et on ne sait pas jusqu'où on pourra aller à un moment ou à un autre. Et qui a intérêt à entrouvrir ces possibilités ? D'abord, effectivement, il y a la facilité qui découle de ces moyens technologiques, mais une facilité qui peut être trompeuse parce qu'on ne se rend pas compte des dérives. Il y a tous ceux qui ont la volonté de pouvoir effectivement contrôler tel ou tel corps social, et on sait qu'on est quand même dans une dynamique de contrôle social avec ces gouvernements successifs depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Et puis il y a évidemment tous ceux qui sont derrière des marchés juteux et qui ont intérêt à quelque part écouler leurs marchandises. Les créateurs de cette puce minuscule à implanter dans l'être humain ont ici pignon sur rue en Floride. Ils ont accepté de nous rencontrer. La société Verichip. Dès l'entrée dans le bâtiment, notre attention est attirée par le logo de la compagnie, un cercle fendu d'une puce électronique qui ressemble à un œil braqué dans notre direction. Chez Verichip, les membres du personnel sont implantés, à commencer par le patron, Bill. Bill, vous avez une puce également. Oui, elle est juste ici à l'arrière de mon bras. Vous entendez ce bip? Un petit bip, et voici la fiche personnelle de Bill qui apparaît sur cet écran. Elle sort tout droit de la base de données médicales des êtres humains que gère cette société privée. Les employés Verichip ont également une puce RFID dans le bras. Enfin, à quelques exceptions près. Alison, vous avez une puce également dans votre corps? Non. Pourquoi pas? La plupart des gens ont une puce ici. Oh, c'est une démarche volontaire. Heureusement, je ne suis pas ce qu'on appelle un patient à haut risque et en plus, je suis enceinte et le système n'est pas conseillé aux femmes enceintes. Les membres du personnel sont implantés, à commencer par le patron, Bill. Bill, vous avez une puce également. Oui, elle est juste ici à l'arrière de mon bras. Vous entendez ce bip? Un petit bip, et voici la fiche personnelle de Bill qui apparaît sur cet écran. Elle sort tout droit de la base de données médicales des êtres humains que gère cette société privée. Les employés Verichip ont également une puce RFID dans le bras. Enfin, à quelques exceptions près. Alison, vous avez une puce également dans votre corps? Non. Pourquoi pas? La plupart des gens ont une puce ici. Oh, c'est une démarche volontaire. Heureusement, je ne suis pas ce qu'on appelle un patient à haut risque et en plus, je suis enceinte et le système n'est pas conseillé aux femmes enceintes. Verichip nous a accueillis dans cette petite salle de réunion, mais filmer un implant nous a été refusé, tout comme visiter les hôpitaux partenaires du programme Verimed. Pour seules images, cette poignée de puces désactivée et des réponses prudentes à nos questions, notamment sur le prix d'une petite puce telle que celle-là, on la sait peu onéreuse aux alentours d'1 euro, mais Verichip ne semble pas vraiment bon marché. Et combien ça vous coûte? Ça, c'est une information privée, je ne peux pas vous répondre. Et pour avoir une échelle, c'est autour de combien? 10 $? 1 $? Eh bien, c'est moins que 150 $, ce qui est le prix que nous facturons, et c'est plus que zéro, car comme vous voyez, la puce renferme des éléments manufacturés et technologiques. Donc, je pense que c'est tout ce que je vous dirai à ce propos. La société Verichip a multiplié par 60 son chiffre d'affaires depuis sa création il y a 5 ans. Le business de la puce implantée est florissant sans conteste, et dire qu'il ne s'applique pour l'instant, officiellement en tout cas, qu'au domaine médical.
D'ailleurs, Bill reste tout aussi évasif quand on lui demande quels autres secteurs pourraient être intéressés par l'implantation sous la peau d'un numéro d'identification unique pour chaque individu. La puce contient un numéro à 16 chiffres, c'est tout. Donc cela peut être utilisé pour d'autres applications dont l'accès nécessite un numéro à 16 chiffres. Par exemple ? Par exemple, bien je pense que c'est dans tous les domaines. Tous les domaines pour lesquels vous avez besoin d'un numéro ou d'un nom pour accéder à une base de données. Mais ça, c'est pour le futur. Tous les secteurs de la vie, cela veut dire concrètement qu'une base de données géante, une matrice informatique, pourrait bien renfermer les données médicales des personnes implantées, mais aussi, pourquoi pas, leurs dossiers judiciaires ou fiscaux, leurs affinités politiques et syndicales, leurs orientations religieuses ou philosophiques, leurs préférences sexuelles. On l'a bien compris, les producteurs de technologies RFID ont tout intérêt à conquérir les marchés internationaux. Leur cible privilégiée, que la technique soit implantée ou non, reste pour l'instant les malades, les personnes âgées, les personnes qu'ils considèrent à haut risque, celles et ceux qui ne seraient plus en mesure de s'exprimer, les bébés qui seraient la proie de kidnappeurs potentiels, les victimes qu'un incendie ou qu'une catastrophe naturelle aurait rendues méconnaissables. Pour conquérir les marchés européens, les jeunes branchés dans les boîtes de nuit sont également approchés. Dans 10 ans, quand un bébé viendra au monde, on lui implantera une puce et vous aurez toutes ces données sur la puce. Donc, si vous perdez votre bébé ou que quelqu'un le trouve, il va à l'hôpital, ils pourront scanner le bébé et obtenir tous les détails sur lui. Malgré son côté clairement intrusif dans la vie privée, la machine RFID est bel et bien lancée et rien ne semble à l'heure actuelle pouvoir freiner sa course. Seuls quelques collectifs citoyens se fédèrent, le monde des internautes se mobilise pour s'opposer à ce qu'ils considèrent comme une dérive dangereuse des sociétés modernes. Nous avons rencontré à Namur le collectif belge de résistance à la puce. Ses membres ne cachent pas leurs inquiétudes. Tout le monde est susceptible d'être contrôlé dans ses allées et venues en permanence. Ça, c'est quand même une société type Orwell, quoi, hein, que dénonçait Orwell il y a 50 ans. Big Brother Exactement. C'est un ensemble de données, finalement, qui seront concentrées sur une petite puce, lisible à distance par des systèmes que, démocratiquement, on n'a pas encore dit comment on va maîtriser. Et chose extraordinaire, ces systèmes utilisent des ondes électromagnétiques dont on connaît de plus en plus de dangers maintenant. Alors, vous ne croyez pas qu'il est temps de dire stop? Mais derrière ce Big Brother, aujourd'hui, pas de grands complots machiavéliques, plutôt des milliers d'industriels qui font de la RFID leur priorité. Pour les résistants anti-puces, le combat est bien inégal. Pour les résistants anti-puces, le combat est bien inégal. Aujourd'hui, en plus d'être bagués, les pigeons sont aussi pucés. Avec un GPS, il est donc imaginable de les surveiller en permanence. Exemple, si l'un d'entre eux lui prend la fantaisie d'aller roucouler dans un autre pigeonnier, vous pourriez le savoir. Vous vous croyez trompé par votre conjoint, pas de problème. Injectez-lui une puce électronique, vous saurez en permanence où il se trouve. Bien sûr, toutes les applications possibles de cette innovation technologique ne sont pas aussi critiquables, mais on voit bien toutes les dérives possibles. Il est donc essentiel d'en mesurer les risques tant pour la vie privée que pour la démocratie et d'en contrôler l'utilisation. En ayant à l'esprit la deuxième question de Régis Leratte et Serge Reusink, puce électronique, le meilleur des mondes? Ne manquez pas au rayon livre la réédition de 1984 de George Orwell. Vous l'ignorez peut-être encore, mais les étiquettes électroniques ont bel et bien débarqué dans notre vie quotidienne. Nous ne sommes pas au bout du monde, mais à Bierge, dans le Brabant wallon. Cette étiquette est munie d'un code barre électronique. Cette nouvelle technologie permet d'assurer une meilleure disponibilité des produits que vous recherchez. RFID, ça évoque quelque chose pour vous? Non, franchement non, ça ne me dit rien. Oui, je voudrais savoir comment ça fonctionne quand même, oui. Et qu'on peut aller voir sur Internet. Apparemment, oui.
J'imagine qu'on peut demander à Carrefour aussi des renseignements. Ça évoque quelque chose pour vous, RFID? Non. Nous sommes les premiers à vous présenter ce projet pilote européen. Carrefour teste ici, dans le rayon des vêtements pour dames, des étiquettes à mémoire électronique. Tous les produits de la marque BCBG sont marqués avec des étiquettes RFID et ça évite les manipulations. Par exemple, normalement, on compte chaque produit. Donc 1, 2, 3, 4, etc. On fait un inventaire. Là, avec le système du chariot, on n'a plus besoin de toucher aux produits. Démonstration avec cet appareillage bien curieux. C'est un chariot prototype. Ces antennes vont tout simplement interroger à distance les étiquettes RFID de la collection printemps-été. Les industriels ne cachent pas leur enthousiasme devant les gains qu'ils vont pouvoir tirer de l'identification par radiofréquence. Donc l'antenne capte les informations qui viennent des tags, les enregistre et nous affiche à l'écran pour chaque référence combien de pièces il y a dans le rayon. Ici par exemple, on sait qu'on a 14 écharpes du modèle Merlot. Le même genre d'opération, vous prenez combien de temps avant? Là, ici, le rayon, on a mis 2 minutes à peu près à faire le rayon. Donc ce que nous on a compté, c'est qu'en moins d'1 heure, on aura le stock exact des rayons. Là où on mettait 3-4 heures. C'est un gain phénoménal. Pour l'instant, Carrefour est obligé d'épingler une étiquette RFID sur chacun de ses vêtements. Fastidieux, bien sûr, mais la collection n'est pas encore marquée, taguée, comme on dit ici, lors de la confection en Asie. Donc c'est cette étiquette, la RFID, qui a été mise à l'intérieur de cette étiquette cartonnée. Donc là, vous avez l'antenne de l'étiquette. Et derrière, vous avez là la petite puce qui permet d'enregistrer les informations du code barre du produit. Les étiquettes électroniques ont l'ambition avouée de reléguer le code barre aux oubliettes. Si on les relie à un système informatique, elles vont être en mesure de communiquer instantanément et à distance les informations qu'elles contiennent dans leur mémoire. Donc là, en fait, on a un feu vert donc, qui s'est allumé sur le portique. Ça veut dire qu'on a bien lu tous les cartons qu'on aurait dû avoir sur cette palette. La puce RFID peut être lue jusqu'à 10 mètres de distance. Plusieurs millions de cycles de lecture sont possibles et la durée de vie d'une puce, quasiment illimitée, se compte en dizaines d'années. Il suffit à un moment donné qu'un fabricant de puces RFID mette une puce qui accepte beaucoup plus de mémoire et de données à l'intérieur. Et là, on pourra mettre tout un tas d'informations. Comme quoi? Comme le nom du client, la date d'achat, la date de fabrication qui est importante, la date de première réception, la date de vente, la date... Ceux qui l'aiment aussi, s'il achète plus souvent des blouses bleues que des blouses vertes, on peut... Pourquoi pas. Le petit Stéphane attend sa maman, qu'est-ce qu'il... Connaître le nom du client et l'associer à ses habitudes de consommation, à ses goûts, à sa façon d'acheter finalement, pour un géant de la distribution, c'est évidemment une aubaine. En effet, on aime bien savoir qui vient dans nos magasins, ce qu'ils aiment, ce qu'ils achètent. Donc, bon, on est quand même encore très loin de lier des cartes de fidélité avec puces à des achats ou des choses comme ça. Mais Carrefour rêve déjà d'utiliser les puces électroniques intelligentes bien au-delà du textile, dans tous les rayons du grand magasin. Pourtant, le groupe l'affirme, pour l'instant, son projet pilote s'arrête au rayon des vêtements pour dames. La ligne de caisse n'est pas encore concernée. Mais alors, que pourrait-il se passer si les données contenues dans cette puce RFID étaient sollicitées bien au-delà du rayon, au-delà des caisses, en dehors du magasin? Eh bien, imaginons que les antennes de lecture des puces se multiplient un peu partout. Par exemple, sur ces panneaux publicitaires. Il suffira que le particulier s'en approche pour que toutes les puces qu'il porte sur lui soient sollicitées et activées. Avec les puces RFID, les annonceurs vont pouvoir établir un véritable profil commercial du client potentiel, connaître ses goûts, ses habitudes et donc lui envoyer de la publicité personnalisée. Le citoyen verrait donc ses données intimes, sa vie privée, analysées, décortiquées par des publicitaires et stockées dans de précieuses bases de données.
le tout à son insu. On va donc plus loin que les cartes de fidélité qu'il a choisi d'accepter. Mais au-delà de ce profilage commercial précis, idéal pour les spécialistes du marketing, la puce RFID va permettre un contrôle extrêmement préoccupant des comportements des individus. Équipés de petites puces électroniques, les objets ne seront à l'avenir plus inertes. Ils vont même devenir des compagnons bien indiscrets, pour ne pas dire des espions dont il faudra bientôt, c'est le comble, peut-être se méfier. Alors les puces électroniques, vraiment un monde meilleur? Ils vont même des compagnons bien indiscrets, pour ne pas dire des espions dont il faudra bientôt, c'est le comble, peut-être se méfier. Alors les puces électroniques, vraiment un monde meilleur? C'est le réseau de surveillance ultime, puisqu'il est démultiplié par le nombre de puces. Quand on parle de nombre de puces, on parle dans quelques années de milliards de puces. Chaque objet sur la planète pourra être porteur d'une puce, avec le danger potentiel qu'effectivement le citoyen n'ait plus totalement la maîtrise de sa propre vie privée. Ce qui est une innovation jusqu'à présent, même si les systèmes de contrôle étaient intrusifs, comme le sont les caméras de surveillance, etc., ça n'allait pas aussi loin dans le détail, dans la finesse de l'analyse de chaque individu. On va plus loin que le Big Brother. Oui, le Big Brother, c'était à la limite moins diffus, plus centralisé. Là, aujourd'hui, c'est très disséminé. Quand vous passez de telle enseigne à telle autre enseigne, eh bien, ce sont deux systèmes de puces différents qui vont vous analyser. De ce fait, ça sera beaucoup plus difficile de savoir repérer cet espionnage. Il sera diffus. Mais le Big Brother reprend en la main quand les autorités rassemblent l'ensemble de ces informations, puisqu'elles en auront le pouvoir. Et donc, en fait, ce sont des small brothers au service potentiel d'un Big Brother. Big Brother à présent est équipé de portiques à antenne et ses alliés sont donc des petites puces à mémoire reprogrammables. Il peut les solliciter à distance de manière invisible et insensible pour obtenir des informations. Ceux qui se spécialisent dans l'intégration de ces étiquettes à puces électroniques naviguent donc en zone sensible. C'est le cas du patron de cette petite société liégeoise. Il espère conquérir les marchés internationaux et pour lui la RFID constitue un bond de géant dans le secteur de la logistique. C'est la technologie de l'avenir qui permet d'avoir une identification automatique et une traçabilité parfaite. Mais dans le même temps, David Dalla Vecchia se pose bien des questions éthiques. Ce qui va suivre passe d'ailleurs pour un aveu plutôt inattendu. Moi, personnellement, comme consommateur, alors que je travaille dans ce secteur des puces, je n'ai aucune carte de fidélité. Donc, je me rends bien compte qu'il y a une dérive possible, qui n'est pas présente dans le monde industriel, qui est présente dans le monde des consommateurs. On peut prendre l'exemple suivant. Vous allez chez votre pharmacien, vous achetez des médicaments qui sont identifiés par RFID, ce qui n'est pas le cas pour le moment, je le rappelle. Vous allez chez votre employeur a mis un petit lecteur caché et saurait dire quels sont les médicaments qui sont identifiés, quelle est votre pathologie. Là, clairement, il y a une dérive qui est possible. Si on propose à l'utilisateur des puces sur lesquelles il y a une faille, lui dira qu'il ne veut pas et donc il utilisera la vieille technologie des barcodes ou il s'assurera qu'à chaque fois qu'il sort du supermarché, que ces puces sont bien désactivées. Et ça, ce sera possible? Ce sera possible. On pourrait imaginer à la fin de la caisse un second tunnel de lecture où les articles repassent et une lumière verte pour lui dire que toutes ces puces sont bien désactivées ou que la puce comprenne un objet physique comme une languette qui permet à l'utilisateur lui-même de couper la puce et être sûr qu'il rentre chez lui avec des objets complètement passifs comme il en avait précédemment chez lui. Et s'il y a des puces partout, ça va être fastidieux pour le consommateur de ça risque d'être fastidieux pour lui. C'est clairement c'est l'enjeu actuellement que rencontre la RFID dans ses applications pour les consommateurs finaux. Et l'utilisateur n'acceptera d'avoir ces étiquettes RFID chez lui que sous plusieurs conditions. La première, c'est qu'il y trouve bien son compte, une valeur ajoutée pour lui. Et la deuxième est qu'on lui garantisse que sa protection de la vie privée soit bien respectée. Mais le citoyen aura-t-il vraiment le choix des puces ? Pourra-t-il à coup sûr leur imposer le silence? Car si la RFID est en mesure de profiler vos habitudes de consommateur, elle pourra aussi très bientôt analyser vos déplacements. Exemple sur le réseau bruxellois. La STIB met en place un nouveau titre de transport.
La carte Mobip contiendra très prochainement vos données personnelles sur une puce RFID. La STIB abandonne le ticket anonyme et impersonnel. Les transports en commun bruxellois cherchent à en savoir davantage sur leurs usagers. Pour leur envoyer, ici encore, de la publicité personnalisée. Nous allons savoir que tel client est plutôt un utilisateur d'abonnement, est plutôt un utilisateur de carte de 10 voyages. Ça, c'est important. C'est son profil d'achat de titres de transport, comment il utilise le transport public. D'abonnement est plutôt un utilisateur de carte de 10 voyages. Ça, c'est important. C'est son profil d'achat de titres de transport, comment il utilise le transport public. Tout ça, c'est quand même important que nous connaissions nos clients, puisque je rappelle, nous avons aussi dans nos obligations de promouvoir le transport public. C'est important maintenant par rapport au climat, par rapport à la ville qui est congestionnée. Et donc, nous devons avoir des actions marketing inévitablement. Pour gérer la base de données de ces cartes Mobip, une société privée, la compagnie ZS. La même qui gère l'ensemble des cartes d'identité des citoyens belges. C'est la première fois qu'une équipe de télévision entre ici, un véritable bunker, ultra sécurisé. Oui, extrêmement protégé, puisque c'est ici qu'on personnalise les cartes d'identité électronique. Donc c'est une zone avec un accès tout à fait limité. Les employés ZS sont, paraît-il, triés sur le volet. Le certificat de bonne vie et mœurs est exigé. Ils encodent une à une les données personnelles des usagers de la STIB qui vont bientôt recevoir leur nouvelle carte à puce électronique. Nous avons l'habitude de gérer des données sensibles. On le fait de la même façon pour la STIB. Et donc, il y a un accord de confidentialité qui indique qu'effectivement, toutes les données que nous recevons doivent être absolument protégées, ne peuvent pas sortir, doivent être sécurisées. Je crois que un des grands principes de la RFID, c'est surtout dans le transport, c'est évidemment le gain de temps. Et donc ce type de carte va pouvoir améliorer les flux de transport, mais ça, la STIB vous expliquera mieux que moi. Vous aurez en fait une identification à partir du moment où vous présenterez votre carte à un valideur. Les autres endroits ne sont évidemment, ce sont des cartes qui ont une portée extrêmement limitée. Et donc si vous ne présentez pas votre carte à un valideur, eh bien vous ne serez pas du tout détecté. Mais le but dans le métro est de présenter sa carte au valideur pour avoir accès. Ah voilà, tout à fait. Donc si par exemple vous rentrez à Delta et vous sortez dans une autre station, on pourra dire tiens monsieur Derat est rentré à cette station-là et est sorti à cette station-là, probablement en ces heures-là. Mais ce sont des données qui sont disponibles. Je pense que la STIB doit être également garante du respect de la vie privée de chacun. Et là, à nouveau, il leur appartient de dire ce qu'ils font avec ces données ou pas. Identification automatique et traçabilité parfaite, voilà que la RFID inquiète à nouveau. La STIB admet volontiers l'utilisation commerciale qu'elle compte faire des données personnelles de ses usagers. Mais ici encore, on comprend vite les possibilités offertes par la technologie en termes de surveillance des individus. Les opportunités commerciales innombrables pourraient très vite être dépassées par des objectifs de sécurisation du réseau. Les cartes à puce RFID, associées aux caméras de surveillance qui se multiplient, pourront très vite permettre de repérer plus précisément les fraudeurs. Elles pourront offrir aux forces de l'ordre notamment de nouveaux outils et de nouveaux terrains d'investigation. Avec la carte Mobip, la STIB va pouvoir suivre pas à pas chacun de vos déplacements sur son réseau, que ce soit dans le bus, le tram ou le métro. Ça, c'est des données qu'on détruit aussi vite. On va les garder 48 heures et ça vous impose, vous clients, de réclamer ou de rouspéter, si je peux dire, que quelque chose ne va pas, très vite. Après, nous ne saurons plus vérifier ce que vous avez fait. Et pendant 48 heures, on conserve le parcours? On les conserve, mais elles sont détruites, je dirais, aussi vite. C'est uniquement pour des raisons de répondre aux clients si quelque chose ne va pas. Comme quoi? Qu'est-ce qui pourrait ne pas aller? On pourrait dire, tiens, ma carte n'a pas fonctionné à tel endroit, etc., etc. Mais individuellement, les déplacements que vous faites n'intéressent pas la STIB. Je comprends que c'est une préoccupation, mais pour nous, ça n'a pas d'intérêt. Mais peut-être que les forces de l'ordre, par exemple, vous demanderaient de conserver ces données pendant 48 heures?
il pourrait venir les voir pendant 48 heures. Ce qui pourrait se passer, c'est comme pour le GSM, au bout d'un laps de temps très rapide, elles sont encryptées et seule la police peut la décrypter. Donc je crois que, si je me souviens bien, pour les GSM, on peut garder l'information, mais elle est encryptée et l'opérateur n'a plus accès lui-même. Ce ne sont plus que les forces de l'ordre qui peuvent la décrypter. Et ça, ce sera possible aussi avec Mobip? Ça ne nous a pas encore été demandé jusqu'à présent. Donc je suis clair, peut-être qu'ils ne sont pas encore au courant que ça va exister, mais ça n'a pas encore été demandé jusqu'à présent. Un gigantesque réseau se tisse, une toile RFID qui sera bientôt en mesure d'examiner, d'analyser, de contrôler en temps réel les faits et gestes de centaines de millions d'individus sur la planète. Des chaussures au textile, des passeports électroniques déjà craqués de nombreuses fois aux futures cartes d'identité, des titres de transport à tous les produits de consommation, les puces, par centaines de milliards, seront bientôt partout. Sans succomber à la paranoïa, il est urgent de garantir aux citoyens consommateurs le droit de savoir, de choisir et de pouvoir détruire les puces, le cas échéant. Si les puces n'avaient aucun intérêt pour le consommateur, elles seraient beaucoup moins dangereuses. Là, sa vie privée va être mise en balance avec tous les avantages qu'il pourra tirer des puces. Et donc, de ce fait, on peut penser que la vie privée est beaucoup plus en danger. C'est la fin de la vie privée? Certains l'annoncent, certains ne craignent pas d'annoncer que la vie privée sera dans quelques années une notion dépassée, une notion historique dont on parlera au passé, et qui simplement n'aura plus cours. C'est la liberté aussi finalement qui est mise en péril. Alors vie privée et liberté sont très liées. La liberté individuelle n'est plus une valeur qui est défendue ouvertement par les partis politiques. Cette valeur s'est beaucoup atténuée au profit de la sécurité. La sécurité est devenue l'obsession. Et donc aujourd'hui la cote de la sécurité est si forte que celle de la liberté malheureusement est très basse. Dans la mesure où il n'y a pas de réaction du public. Et c'est aujourd'hui ce qui se passe. Aujourd'hui, aucun parti politique ne prend position pour défendre la liberté individuelle, défendre la vie privée. Or, s'il n'y a pas de défense de ces notions, elles vont disparaître. Voilà, on vient de voir ce qui nous pend tous au nez. Si on ne veut pas, une fois de plus, être les dindons de la farce, il y a vraiment intérêt à être vigilant. Voilà. La semaine prochaine, 40 ans après, nous verrons ce qui reste de mai 68. Eh bien, il y a toujours des contestataires, mais ils ont remplacé le pavé par le clavier d'ordinateur. Allez, à mercredi prochain, et bonne soirée quand même!